Merci de suivre ce magazine au-delà de l'actualité. Alors pour ce numéro, nous recevons pour vous Monsieur Omer Kamba. Il est pionnier de l'UDPS, cofondateur de l'UDPS. Il est secrétaire national honoraire en charge des relations extérieures de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui a célébré ses 42 ans d'existence. Alors, Monsieur Omer Kamba, en tant que cofondateur pionnier de l'UDPS, 42 ans après, que pouvez-vous dire de ce parti? Est-ce que la même idéologie persiste? Eh bien, 42 ans d'existence. Donc, du 15 février 1982 au 15 février 2024, eh ben, c'est toute une existence. Une existence pour un être humain et une existence aussi pour toute une institution, parce que l'UDPS aujourd'hui est une institution et qui atteint ce qu'on peut appeler la maturité, la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez bien, elle a l'impérium, ou elle est à l'impérium pour conduire tout un peuple, le destin de tout un peuple qui attend tout d'elle. Et par conséquent, assumer de telles responsabilités appelle beaucoup de choses. Alors vous qui avez été aux côtés du Sphinx de l'unité, il est là où il est-ce qu'il est content de l'UDPS aujourd'hui au pouvoir ou bien il est en train de se retourner dans sa tombe? Pas ombre de doute. Etienne Tshisekedi doit être très fier. Si pas à 100%, parce qu'il y a encore des choses à améliorer dans cette marche qui nous a imprimé, l'itinéraire qui nous a tracé, mais il a de quoi être fier. Et nous-mêmes aussi, nous sommes fiers des résultats engrangés à ce jour. Mais évidemment, nous ne pouvons pas dire qu'il faut dormir sur des lauriers, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever jusque-là. Mais je crois qu'Etienne Tshisekedi, non seulement il doit être fier de cette progéniture qu'il a mise en place avec ses collègues membres du collège des fondateurs, les 13 fondateurs, les 13 parlementaires tels que je les ai cités dès le départ, et les cofondateurs qui ont soutenu cette lutte que vous avez appelée tout à l'heure pionnier, dont moi-même, devant vous, votre serviteur. Donc, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour nous trouver là, pour amener l'UDPS avec la génération montante là où elle est aujourd'hui. UDPS au pouvoir, que pensez-vous de la gestion du pays? Elle est positive ou négative? Eh bien, si vous avez suivi lors de son investiture, sa récente investiture au stade de Martyr et Chassard, je crois que vous avez été là. Et vous avez entendu vous-même de sa propre bouche la synthèse, la quintessence du bilan résultant du travail abattu pendant ce premier quinquennat. Et cela lui a valu le plébiscite populaire, la reconduction, je dis bien massif, la reconduction massive pour ce deuxième quinquennat. Et là, personne ne peut douter de la réussite. Bien sûr, lui-même, le président de la République, réélu, a eu le courage, l'audace de reconnaître que tout n'a pas été parfait.
qu'il y a eu des erreurs sur lesquelles il ne compte même pas revenir cette fois-ci. Des erreurs qui doivent être corrigées cette fois-ci plutôt. Les pionniers cofondateurs de l'UDPS, vous avez adressé une lettre ouverte au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel est le contenu de cette lettre? Ah ben, vous avez eu vent de cette lettre, de notre lettre. Oui, la lettre du collectif, notre collectif, a adressé effectivement un document par la voie tout à fait démocratique au chef de l'État qui est en plus, surtout à sa qualité de notre haute autorité de référence du parti, et en plus de sa qualité de cofondateur de l'UDPS et compère de la lutte que nous avons menée avec lui. Donc nous avons eu la détermination ou la conviction que nous devions lui partager avec lui les préoccupations, non seulement émises déjà par la base, par notre peuple, mais aussi nos propres préoccupations depuis qu'il a accédé au premier quinquennat et jusqu'à ce jour, et en ce moment surtout qu'on appelle période charnière, au seuil du début du deuxième quinquennat, nous avons effectivement des préoccupations à lui faire parvenir, à partager avec lui, de manière à ce que nous ne puissions pas, cette fois-ci, éviter ou échapper à l'obligation, au devoir de l'accompagner dans la poursuite des objectifs qu'il s'est lui-même tracés ou que le peuple attend de lui. Donc, nous sommes tout à fait sur la voie tracée par notre projet de société dans le parti, qui consiste à apporter, qui demande d'ailleurs, qui exige de chaque citoyen, qui exige de notre peuple une obligation de participer à l'effort national, à l'effort de redressement, parce que ce n'est pas un effort individuel du chef de l'État ou d'une équipe restreinte, mais de tout un peuple. Et nous n'entendons pas déroger, nous n'entendons pas à rester, à éviter, ou plutôt à échapper à cette exigence, à ce devoir patriotique. En fait, si je comprends bien, Monsieur Omer Kamba, vous voulez prendre part active à la gestion du pays, chose que vous n'avez pas eu l'occasion lors du premier mandat du chef de l'État. Mais nous avons, à l'UDPS, nous avons démontré depuis bientôt 42 ans que nous pouvions nous investir, faire donner le don de nous-mêmes sans attendre de contrepartie. Donc, sur cette lancée, personne ne peut qualifier notre démarche d'une démarche intéressée qui attendrait ce qu'on appelle la recherche des avantages, la recherche de récompenses sur quoi que ce soit. Donc nous avons fait preuve d'un patriotisme sans égal, je dis bien depuis bientôt 42 ans. Et notre souci est tout simplement de participer à l'effort de répondre oui à l'appel du chef lui-même
qui cette fois-ci, personne ne doit rester à l'écart, personne ne doit épargner son énergie pour apporter son eau au moulin. La preuve est que nous-mêmes, moi qui vous parle ici, je viens de la campagne, je n'ai pas hésité à mouiller mon maillot. Et voilà. La gestion du pays, parlons-en, vous voulez prendre part active. Qu'est-ce que vous allez apporter comme nouvelle touche dans la gestion du pays à travers ce second quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous parlez de touches spéciales. Non, Oui. je crois que lorsqu'on est appelé à participer à la marche du pays, à la gestion du pays, quand on attend à ce que chacun apporte sa part, eh bien, il y a un programme. Il y a une ligne de conduite tracée. Et on attend de chacun qui s'implique dans cette dans ce canevas et que chacun puisse d'abord montrer qu'il est loyal, qu'il peut être loyal au chef qui dirige soit l'institution, au responsable qui a en charge la conduite de la tâche qui est attendue. Donc, les touches personnelles dépendent justement de l'exécution sur le terrain de ce qu'on attend, des responsabilités qui ont été confiées à chacun. Et il n'est pas nécessaire de les spécifier ici, de dire, écoutez, moi, tel, je suis capable de devenir tel à la place de tel. Non. Je crois sincèrement que chacun doit être en mesure d'adapter ses compétences et d'exercer avec abnégation ce qui a manqué à beaucoup de nos cadres dans la plupart de responsabilités qui leur avaient été confiées, c'est d'exercer avec abnégation, de respecter les valeurs d'état de droit, les valeurs de démocratie et surtout de respecter l'intérêt général. Et là, je crois sincèrement que ceux qui ont été formés à l'école de Etienne Tshisekedi, tous ceux, je parle ici de membres notamment de notre collectif, et bien d'autres cadres de l'UDPS qui sont restés à la touche jusque-là, il y en a qui renferment, la plupart renferment beaucoup de ces valeurs qui manquent à la République. Et s'il faut apporter des recommandations pour ce second mandat du chef de l'État, qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller au chef de l'État, ce qu'il n'a pas fait au premier mandat, qu'il doit faire dans ce second mandat? Qu'est-ce que vous direz, M. Omer Kamba? Je crois que nous l'avons déjà souligné dans la première question ou dans la question précédente. Le chef de l'État a tracé lui-même ces 6 engagements que son quinquennat attend aujourd'hui. Son prochain quinquennat ou le quinquennat en cours qui vient de commencer. Et à ce titre, dans tous les domaines qu'il a énumérés, des domaines tels que l'emploi, la recherche, donc l'emploi, l'élargissement de l'emploi, surtout à la jeunesse, surtout
aux femmes, par exemple. C'est un domaine qui demande des compétences. Et nous n'en manquons pas au sein, pas seulement de notre collectif, mais l'UDPS regorge de gens formés pour travailler, pour offrir leur expertise là où on en a besoin. Vous allez prendre le domaine attendu, donc attendu par le président, le domaine, par exemple, économique. Et économique, notamment le pouvoir d'achat. Il faut aujourd'hui travailler de manière à ce qu'il y ait non seulement de l'emploi, mais que le peuple, que les citoyens puissent être en mesure de répondre à leurs besoins, à leur pouvoir d'achat, pouvoir vivre. Et ça, je crois que chacun, dans son domaine, selon sa compétence. Alors, à peine le pays vient de sortir des élections, alors, quelle lecture vous faites de la tenue des élections, les résultats, voilà, en fait, qu'est-ce que vous direz des élections qui viennent de se dérouler avec Denis Kadima à la tête de la centrale électorale? Oui, le premier aidant que nous avons pour ces élections, c'est de féliciter la CENI et son président pour ce qu'ils ont pu, en dépit de difficultés, en dépit des embûches, en dépit de tous les obstacles qui leur avaient été opposés, qu'ils aient réussi quand même à relever ce défi. C'est-à-dire organiser en un temps record et constitutionnel le scrutin présidentiel, le scrutin législatif au niveau national comme au niveau municipal, et ça continue au niveau d'autres scrutins de sénateurs, gouverneurs, ainsi de suite. Donc, le président Kadima et son équipe méritent le coup de chapeau, le chapeau bas, pour cet exploit. Il faut aussi relever qu'ils ont défié toutes les forces du mal qui ne juraient que par la non-organisation des élections et qui prônaient le chaos généralisé pour pouvoir, encore une fois, rééditer leurs manœuvres qui consistaient à organiser des dialogues, des compromissions et placer alors à la tête de nos institutions des clients qui devaient dépendre de forces obscures, incontrôlables par le peuple congolais. Donc, nous avons été nous-mêmes sur le terrain de ces élections. Je l'ai dit au début, nous avons été dans le pays profond, dans nos circonscriptions territoriales, pour vivre en direct le phénomène de ces élections. Et je peux vous dire que sincèrement, il y a eu deux succès du côté, par exemple, du scrutin présidentiel. Et tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord et tout le monde a mis sa main à la pâte pour que l'élection se déroule, l'élection présidentielle se déroule sans encombre. Et le résultat est respectable. Quant aux élections au niveau législatif
provincial ou municipal, à manger, à boire. Ça a été illustré par la proclamation des résultats tels que tout le monde a suivi. Des fraudes, des irrégularités ont été relevées. Et heureusement que la CENI lui-même a eu à détecter et dénoncer une bonne partie de ces irrégularités. Mais il devait aller en profondeur, la CENI. Il devait prévenir, plutôt que de guérir ce qui est inguérissable. Parce que le mal était quoi au juste? En ce qui concerne ces élections, c'est... La CENI aurait mieux fait de prévenir que de guérir. Parce qu'aujourd'hui, sanctionner les quelques individus qui ont été signalés ne résout pas le problème. Le mal était profond. Et ce mal remontait aux avatars laissés par le prédécesseur, par la CENI précédente, parce que les mêmes agents, les mêmes individus initiés à la corruption par M. Nanga et sa suite, eh bien, ont continué à faire la même chose. Et alors, ajouter à cela l'impréparation de la territoriale, l'administration territoriale, ajouter à cela l'absence de la sécurité de l'État, eh bien, le chaos était prévisible. Et nous croyons que la CENI avait le temps, et a le temps, par exemple maintenant, pour ce quinquennat, de préparer, de mettre en place tout ce qui est infrastructure, et tout ce qui est administration, et tout ce qui est sécurité. Ça se prépare dès maintenant. Et on ne pouvait pas se précipiter à la dernière minute pour connaître ce qu'on a vécu. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ils ont sauvé la tête parce qu'ils nous ont donné une locomotive, c'est-à-dire la présidence de la République valable, et que la suite peut être corrigée au fur et à mesure. Après les élections, lors de son discours d'investiture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tendu la main aux opposants. Qu'est dit Omer Kamba à ce sujet? Oui, c'est tout à fait logique et dans la démarche, dans la philosophie de l'UDPS. Nous n'avons jamais travaillé ou lutté pour nos propres ventres. Nous n'avons jamais eu la philosophie de créer des mangeoires. Nous avons toujours été pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple. D'ailleurs, le slogan à l'UDPS connu de tout le monde, c'est le peuple d'abord. Et ce peuple doit œuvrer dans l'union, dans l'unité. Et lorsque ceux qui gagnent le pouvoir, ceux qui gagnent l'impérium arrivent, ils ont l'obligation. Et ça, c'est l'enseignement de l'UDPS, de tendre la main à ceux qui sont en face d'eux, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être désignés par le peuple. Parce qu'on devient responsable de tout le monde, on n'est plus responsable de soi-même, on est responsable de tous. Et la main tendue s'explique. Malheureusement, certains retardataires mentaux ou politiques dans notre pays rejettent la main tendue. On l'a vécu avec les soi-disant opposants au régime, au premier quinquennat.
Et ce sont les mêmes qui cherchent à se rattraper actuellement. Mais je crois que la porte est ouverte et que chacun doit pouvoir tirer les leçons de sa propre turpitude. Et pour un nouveau gouvernement, il y a l'informateur qui est en train de faire des consultations. Que pensez-vous du travail de l'informateur en vue de la désignation d'un Premier ministre, de la formation d'un gouvernement? Oui, vous parlez de l'informateur, M. Augustin Kabouya. C'est ça. Le secrétaire général de l'UDPS. Oui. Oui, qui s'est déjà mis au travail et dont j'ai appris que le travail se poursuit normalement bien et que il est chargé justement d'identifier la majorité qui doit accompagner le quinquennat du chef de l'État réélu et que personne n'est exclu de ces consultations. J'ai appris que même ceux qui étaient réservés ou qui étaient opposés, qui s'est passé pour des opposants, se présentent à ces consultations, s'alignent à ces consultations. Ça signifie justement que la main tendue par le chef de l'État donne déjà ses résultats et que l'effort d'unir tout le monde autour du seul objectif qui est le développement, la sortie du pays, la sortie plutôt de notre peuple de l'abîme pour apporter ce qu'il faut à la campagne électorale, la campagne qui vient de se dérouler et au cours de laquelle non seulement nous devions soutenir la candidature de notre chef actuel, du président actuel, mais aussi contribuer à la réussite des élections générales, c'est-à-dire les législatives provinciales et municipales. Et nous en avons fait une expérience qui nous a permis de contribuer à la dynamique lancée pour la démocratie, pour notre jeune démocratie. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Donc nous ne pouvons pas dire que nous avons lancé un appel au chef de l'État uniquement parce que on doit se retrouver tel que à suivre le langage quinois, qui dit que, écoutez, on s'intéresse à ceci ou à cela parce que c'est le pouvoir pour le pouvoir. Nous ne sommes pas là. Nouveau gouvernement, il y a l'informateur qui est en train de faire des consultations. Que pensez-vous du travail de l'informateur? Et que personne n'est exclu de ces consultations. J'ai appris que même ceux qui étaient réservés ou qui étaient opposés, qui s'est passé pour des opposants, se présentent à ces consultations, s'alignent à ces consultations. Ça signifie justement que la main tendue par le chef de l'État donne déjà ses résultats et que l'effort d'unir tout le monde autour du seul objectif qui est le développement, la sortie du pays, la sortie plutôt de notre peuple de l'abîme profond dans lequel il a été plongé, c'est cela qui doit triompher
Et je crois que M. Kabouya mettra le temps qu'il faut pour répondre à la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, et que de ces consultations sortira une majorité loyale, solide, et qui soutiendra, d'où sortira un Premier ministre, un formateur du gouvernement, susceptible d'appuyer, d'épauler le chef de l'État pour la réussite de ce nouveau quinquennat. Le pays, la République démocratique du Congo, est agressé dans sa partie est par le Rwanda sous couvert du 1-23. Quelle analyse vous faites de la situation sécuritaire du pays? La communauté internationale l'a indexé par rapport à son silence suite à cette guerre, et il y a eu des manifestations spontanées, et d'ailleurs de la population, que ce soit au pays, que ce soit à l'extérieur en Belgique. Il y a eu également des manifestations. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations de la population pour dire non à l'agression rwandaise, pour dire non au silence de la communauté internationale? Monsieur Omer Kamba, que je rappelle que vous êtes cofondateur et pionnier de l'UDPS, vous êtes secrétaire national honoraire en charge des relations extérieures de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. En tant que patriote, qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations des Congolais contre le silence de la communauté internationale? Oui, la guerre de l'Est, ou l'agression, tel le terme consacré aujourd'hui dans notre pays, nous pensons que cette guerre qui apparaît surtout dans son aspect actuel, il n'y a plus d'apparence, il n'y a plus de faux fuyants que le vrai fond. Donc, lorsqu'on regarde les tenants et les aboutissants, lorsqu'on regarde le passé, l'histoire, lorsqu'on regarde, nous pesons le présent, les affrontements, tels que ça se passe sur le terrain aujourd'hui. Et lorsqu'on projette un peu, on se projette un peu dans l'avenir, dans ce qui est recherché par tous ceux qui sont impliqués, les acteurs dans cette guerre, eh bien, on tire des conclusions, une conclusion. Il n'y a plus d'apparence que de véritables des fondamentaux véritables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous regardez bien que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, les causes, les principes de causalité remontent à des décennies. Et on peut aller même plus loin. Lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qu'évoquent les adversaires en face de notre pays, lorsqu'ils remontent jusqu'en 1885, à la conférence de Berlin, et ils évoquent cela pour justifier les choses qui se passent aujourd'hui. C'est hallucinant. Et lorsque certains, notamment nos compatriotes, ne se contentent que ce qui c'est les commentaires ou les soi-disant vérités
des réseaux sociaux, eh bien, on est juste à côté du pot. Mais la réalité reste qu'il s'agit là d'une situation qui a été préparée depuis longtemps et qui est en train de pondre des résultats aujourd'hui. D'où, lorsqu'on doit y faire face, lorsqu'on doit faire face, qu'il remonte à l'histoire de notre pays, nous devons considérer toutes les dimensions. Le passé, l'histoire immédiate et nous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui nous ont colonisés avaient peut-être, ça laisse penser, lorsqu'il s'est distribué les terres, lorsqu'il s'est distribué les pays africains. Et vous avez tous vu comment les frontières ont été coupées, découpées, réajustées. Et lorsque, au niveau de l'ONU, on précise qu'il faut respecter l'intangibilité des frontières, et qu'il y ait certains qui oublient, qui négligent ou qui ne tiennent pas compte de ce principe intangible de la sécurité internationale, eh bien, on peut se poser la question où est-ce qu'on est et qui fait quoi. Et vous allez vous rendre compte que ceux-là même qui se sont distribués, qui se sont imposés la loi de respect de l'intangibilité des frontières, ce sont les mêmes qui jouent en coulisses pour changer ces frontières. Et nous, qui sommes concernés, en premier lieu, nous devrions prendre en considération tous ces acteurs visibles et invisibles. Pas certains se contentent de regarder les acteurs qui sont visibles. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne dans les Grands Lacs, c'est le Rwanda, l'Ouganda, Burundi et autres voisins. Mais ceux qui sont derrière eux semblent passer inaperçus. Mais j'ai félicité le président réélu de la République pour avoir mis le doigt sur la source du mal et dénoncer l'hypocrisie de ceux que nous croyons être nos amis ou ceux qui se cachent derrière les véritables facteurs, les véritables fauteurs de ces troubles. Et par conséquent, nous pensons que lorsque vous avez détecté, vous avez mis le doigt sur le mal, et vous avez la possibilité de le décortiquer et de pouvoir les déraciner. Et comment déraciner? C'est en sachant appliquer les différentes stratégies qui sont aujourd'hui appliquées dans le cadre de la dynamique internationale, des enjeux de dominos internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous rendre compte que nous sommes à une période, en un siècle, où il n'y a pas de véritables amis. Les pays dits amis,
c'est révolu. Nous sommes dans une période de pays d'intérêt. Les Américains le disent bien, le profit mind. Profit mind. On ne pose les actes qu'en fonction de ce qu'on peut en tirer, de profit qu'on peut en tirer. Et c'est le donnant-donnant. Donc, celui qu'on appelle ami, c'est celui qui donne et celui qui reçoit. Et nous devons, parce que j'ai entendu parler de ce qu'on doit attendre de la communauté internationale, des protestations. La communauté internationale, d'abord, c'est un monstre sans visage. Vous avez le Conseil de sécurité là-bas. Il y a 5 pays qui décident. Et ces pays se disent tous puissants. Et là-dedans, chacun voit ses intérêts. Il vous appartient à vous, à nous, dans cette situation de guerre de l'Est, d'identifier avec qui nous travaillons, avec qui nous pouvons avoir notre profit. Et c'est le donnant-donnant. Donc, tant qu'on chercherait tant qu'on attendra des gestes philanthropiques, de la charité internationale, eh bien, on perdra notre temps et on perdra cette guerre-là. On perdra cette guerre-là. Parce que aujourd'hui, nous sommes à une phase, à une période de ce qu'on appelle chacun pour soi, Dieu pour tous. Et voilà. Merci. Merci. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Merci, M. Omer Kamba, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous nous retrouvons au prochain numéro, Madame, Monsieur, avec plaisir.